La question sécuritaire a été l'un des grands axes des dernières campagnes électorales du président de la République Faure Gnassingbé pour sa réélection. Selon lui, le Togo se porterait mieux sous sa houlette pour 5 bonnes années supplémentaires. Ce point de vue est partagé dans certains milieux diplomatiques de la sous-région et même du côté de l'Occident. Mais force est de constater que le besoin de sécurité pousse encore certaines organisations de la société civile, dont l'OANEP et le CACIT, pour ne citer que celle-là, à aller encore sur le terrain, entre en première ligne pour des raisons de sécurité. Alors, les Togolais ne seraient-ils pas en sécurité? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo qui nous parlera des questions sécuritaires. Pour en parler, nous avons une spécialiste de la question avec nous au plateau. Madame Dado Nora Noviekou, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes la directrice, sinon la coordinatrice nationale du WADEP, du réseau ouest africain pour la paix, spécialisé sur les questions de sécurité et puis de paix. Madame Dado Noviekou Nora, dites-moi, est-ce que les Togolais sont en sécurité? C'est une grande question. La question sécuritaire est assez vaste. C'est un grand chantier. Et dans le monde entier, je ne pense pas qu'il y ait un pays qui soit totalement en sécurité. Est-ce que les Togolais seraient-ils en sécurité? Dans une certaine mesure, oui. Avoir déjà tous les efforts qui sont mis en œuvre pour réduire l'insécurité liée à la délinquance, aux criminalités et tout. Mais au même moment, aujourd'hui, la question sécuritaire n'est pas facilement maîtrisable. Du coup, tous les pays ont l'obligation de travailler à pouvoir réduire les risques sécuritaires. Et quand nous parlons de sécurité, entendons par là la sécurité dans toutes ses dimensions, la sécurité humaine si vous voulez. Donc ce n'est pas seulement la sécurité du territoire, mais c'est aussi la sécurité de la population qui allie à cela la sécurité alimentaire, la sécurité économique et bien d'autres aspects. Du coup, des efforts sont faits, mais on doit travailler davantage pour renforcer, si vous voulez, pour consolider les acquis afin de proposer ou bien de permettre aux Togolais d'être mieux en sécurité. Donc, il y a un pas, mais il y a encore des besoins. Juste à voir un peu tout ce qu'il y a comme défi lié au braquage aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Exactement. Le phénomène du braquage est quand même, je ne dirais pas nouveau, mais c'est devenu plus récurrent ces derniers mois, ces dernières années. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où pratiquement on ne maîtrise plus grand-chose. Déjà, voyons la démographie qui n'est pas assez contrôlée. Et quand disons démographie non contrôlée, c'est aussi quelque part, l'installation ou l'émergence à des endroits donnés, des espaces, si vous voulez, de taudis. C'est aussi une réalité dans notre pays aujourd'hui, où il y a des zones à risque, où vous voyez un peu la délinquance juvénile qui est en train de prendre la main. Aujourd'hui, la question de l'extrémisme violent qui aussi amène à réfléchir. Et donc, nous sommes dans une situation où la question sécuritaire doit être davantage travaillée. Et quand vous parlez de braquage, oui, vous avez des zones qui ne sont pas couvertes totalement. On parle des forces de sécurité. Du coup, il y a, par exemple, au nord du Togo, vers Loti Sud, la préfecture de Loti Sud, généralement, c'est là qu'on voit des braquages où on arrête des bus, où on dépouille les populations de leurs biens, parce qu'en fait, il n'y a pas une présence des forces de défense à ces endroits. Et pourtant, le Togo est l'un des pays les plus militarisés de la sous-région. Est-ce qu'on dira militarisé? Non, je ne pense pas, mais je pense qu'aujourd'hui, la question dont il s'agit n'est pas la responsabilité d'une seule personne. C'est autant la responsabilité des acteurs gouvernementaux, mais aussi des acteurs de la société civile, mais aussi de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation est canalisée, je dis l'éducation à la maison, pour pouvoir donner les valeurs de base aux enfants, de savoir qu'en fait, le bien de l'autre n'est pas mon bien? Est-ce qu'aujourd'hui, les bases sont créées pour que l'enfant qui commence à passer l'âge d'adolescence comprenne qu'en fait, il y a un certain nombre de valeurs à intégrer dans son comportement? Non, aujourd'hui, on a plus une situation où il y a beaucoup qui sont dans l'individualisme
et où la solidarité n'y est plus. Donc, chacun se débrouille et chacun fait avec ses repères. Finalement, en fait, on n'a même plus de repères. Et donc, forcément, la question sécuritaire n'est pas une responsabilité individuelle, mais plutôt collective et partagée. Le mouvement Martin Luther King MLK dit que, par exemple, plus de 90% des dossiers qui sont à la justice togolaise concernent le foncier. Ce qui veut dire que le foncier est devenu une affaire très récurrente, qui est d'ailleurs, selon plusieurs observateurs, la première source de conflit au Togo. Comment en est-on arrivé là? Le conflit, malheureusement, aujourd'hui, est un grand problème. Le conflit foncier, je veux dire, est un grand problème. Parce que déjà, dans notre pays, la terre appartient à la population. Vous voyez, c'est pas comme dans d'autres pays où la terre appartient à l'État et l'État gère en fait, selon des normes. Ici, la terre appartient à l'individu. Et aujourd'hui, avec l'augmentation de la population et il y a tout un défi. D'abord, les questions de double vente. Vous avez des questions de double vente, voire de triple vente. Vous avez les questions aussi de corruption au sein de certaines institutions judiciaires où, quand le problème est amené, on ne le tranche pas vraiment avec objectivité. On ne le tranche pas vraiment avec honnêteté. Du coup, il y a des frustrations autour de la gestion ou de la gestion de ce conflit-là à des endroits, amenant au sein des familles beaucoup de frustrations et beaucoup de conflits internes. Aujourd'hui, le foncier en tout cas, tous les acteurs le savent, le conflit foncier est suivi de près. Mais nous devons encore travailler davantage à asseoir les mécanismes endogènes pouvant réduire les risques liés à ce conflit foncier-là, qui, si on ne s'y prenne pas bien, peut demain devenir l'un des conflits majeurs incontrôlables. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de situation où la question du foncier n'est pas mise en évidence. Que ce soit au niveau des chefferies traditionnelles, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au sein des conseils de famille, la question foncière est là. C'est des fois les questions d'usurpation, des fois des questions de conflits entre autochtones et allogènes. Par exemple, on vous donne du terrain pour cultiver. Et ça se passe aujourd'hui beaucoup entre les familles où, après des années, les enfants du donateur veulent réclamer le terrain. Les enfants de celui à qui on a remis le terrain aussi disent non, c'est la propriété de nos parents. Et ça crée des conflits pas possibles. Au-delà de ça, vous avez au niveau des, la question d'héritage aussi autour du foncier qui pose problème. Donc, le conflit en soi le conflit foncier en soi a des ramifications qui aujourd'hui créent des problèmes dans nos communautés. Et donc, au-delà de la question politique qui peut-être aujourd'hui les gens pensent être le plus grand problème, je crois que le conflit foncier est plus grave que ce qu'on peut y penser. Et malheureusement, quand on est à Lomé, à la capitale, on n'a pas forcément une idée de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il faut juste aller pour voir ce qui se passe. Alors, je disais dans mon introduction tout à l'heure que le président de la République a fait de la question sécuritaire l'un de ses grands axes de campagne. Mais quand vous voyez un peu, vous, en tant que spécialiste des questions de sécurité et de paix, quand vous voyez un peu la structure du gouvernement actuel, parce que vous avez dit tout à l'heure, dans vos développements, que la question de sécurité n'est pas seulement une question qui concerne une seule branche. Avant de vous interroger peut-être sur la question du ministère de la Sécurité, je veux vous dire, quand vous voyez même la structure du gouvernement même, de façon générale, est-ce que c'est de nature à garantir la sécurité des Togolais? La structure du gouvernement actuel, est-ce qu'elle est très différente des structures précédentes? À mon avis, non. Les grands portefeuilles sont là et ne sont pas assez différents des gouvernements passés. Maintenant, ce qu'il faut peut-être voir, c'est les personnes qui sont à la tête de ces différents ministères-là. Donc aujourd'hui, c'est clair que la question sécuritaire est une question multidimensionnelle. Et si nous la comprenons dans ce sens, forcément, chaque ministre a un rôle dans la sécurité dont nous parlons. Et donc, ce n'est pas seulement la question du ministère de la Sécurité, ni seulement du ministère de l'administration territoriale, ni seulement du ministère des armées. En quoi est-ce que les autres ministères peuvent avoir de l'influence sur la question de sécurité? Oui, imaginez, vous prenez le ministère de l'Action sociale.
qui est censé, ou le ministère du Développement à la base, qui est censé apporter en plus, ou si vous voulez, en bien-être à la communauté ou aux communautés à la base. Si les gens n'ont pas un minimum de bien-être, c'est clair que ça crée une situation d'insécurité pour le pays. En quoi faisant ou en quel sens? Si vous avez un taux de chômage qui est très élevé, si vous avez une situation où les enfants quasiment ne vont pas à l'école et donc sont laissés pour eux-mêmes, et donc ça veut dire par ricochet, c'est la délinquance qui trace le chemin. Et si vous avez de la difficulté à pouvoir vous nourrir ou à pouvoir avoir les infrastructures de base, ça crée en vous des frustrations, et qui dit frustration va forcément à des manifestations qui entraînent des manifestations violentes. Et donc bref, chaque département ministériel a une influence positive, bien entendu, si le travail est fait comme cela se doit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les ministres, dans leur ensemble, ont une grande responsabilité, celle d'asseoir une sécurité plus solide pour le Togo ou pour les Togolais. Et pour ça, chacun doit pouvoir travailler sur son leadership et se dire qu'en fait, c'est pas juste en poste, mais c'est une grande responsabilité. Vous avez fait référence tout à l'heure à la police de proximité. Et qu'est-ce que ça vous inspire? La police de proximité, l'idée, elle est simple. C'est pouvoir créer un sentiment de sécurité au sein de la population en rapprochant les policiers de la population. Et par principe, cette police de proximité non seulement aide à régler rapidement les problèmes mineurs, des délits mineurs, mais en même temps aide à créer une relation entre la population et les policiers pour répondre à une question sécuritaire. Et donc aujourd'hui, certains vous diront que la police de proximité facilite la relation civilo-militaire dans une certaine mesure, mais en réalité, c'est pour réduire vraiment l'insécurité. Donc, parce que quand vous avez la présence des policiers à des endroits, vous avez d'abord, vous, population, vous êtes en sécurité. Maintenant, ceux qui sont, ceux qui commettent des actes de délinquance sont découragés en fait. Donc, c'est une politique qui dissuade la délinquance et qui rassure la population du fait qu'elle est protégée. Maintenant, est-ce que le travail est fait de manière ou est-ce que le travail a besoin de soutien? Forcément, oui. Parce qu'aujourd'hui, la police de proximité mise en place par le Togo ne couvre pas encore toutes les zones. Et il y a encore aujourd'hui des zones à risque qui ont besoin de cette police de proximité-là. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin encore de matériel roulant. Il y a besoin aussi de formation pour les nouveaux qu'on met sur le terrain, pour qu'ils sachent comment mieux interagir avec la population. Parce qu'à la base, l'idée, c'est de vraiment collaborer et créer une confiance, en fait, au sein de la population. Et donc, pour ça, les gestes et faits doivent être bien canalisés. Et sur ce point, je pense qu'il y a encore du travail à faire parce que tous les agents ne sont pas forcément dans cet esprit-là. Et donc, il va falloir travailler davantage, continuer les actions de sensibilisation dans ce sens pour que demain, les policiers et la population, qu'il n'y ait pas de tension, mais plutôt qu'il y ait... Parce qu'en fait, policiers et population, avant d'être policier, vous êtes d'abord civil. Est-ce que vous avez des indicateurs qui arrivent à mesurer l'impact de cette police de proximité? Parce que vous avez l'habitude du terrain. Oui, mais je pense que là, la personne qui sera mieux à répondre à cette question, c'est le ministère de la Sécurité. Parce qu'eux, ils ont des statistiques que nous n'avons pas. Nous faisons juste notre analyse par observation générale. Et donc, nous constatons en tout cas qu'il y a un effort de rapprocher les agents de police de la population pour réduire l'insécurité. Nous constatons également qu'il y a à des endroits encore des manquements qu'il faut régler. Donc, nous ne pouvons pas dire plus que ça parce que nous n'avons pas les statistiques réelles. Mais le ministère de la Sécurité, je crois, sera à même de pouvoir répondre à cette question avec plus de détails. Du côté du WANEP, vous êtes également en première ligne contre l'extrémisme violent. C'est quoi concrètement l'extrémisme violent? Quand on parle d'extrémisme violent, à quoi est-ce que ça nous amène?
Alors, aujourd'hui, la question de l'extrémisme violent, il n'y a pas une définition très claire ou précise, mais tout simplement, c'est en fait toute forme de radicalisation qui amène à des actes de violence extrême, où la vie humaine est touchée par moment. Et aujourd'hui, si vous parlez d'extrémisme violent, regardons un peu tout simplement au niveau du Mali, au niveau du Burkina, tout ce qui se passe avec les groupes extrémistes. Exactement. Pourquoi vous lancez un projet contre l'extrémisme violent au Togo alors que la question ne se pose, en tout cas le problème ne se pose pas? Alors, nous sommes dans une posture préventive. Et quand nous disons WANEP, c'est une organisation qui fait d'abord de la prévention avant de faire de la gestion. Et aujourd'hui, on ne peut pas voir ce risque-là venir et ne rien faire. Ça serait suicidaire. Le Mali, ça a commencé il n'y a pas longtemps. Le Burkina, ça a pris il n'y a pas longtemps. Et donc, le Togo doit se mettre dans une posture préventive quand nous savons que le nord du Togo fait frontière avec le Burkina. La région des savanes notamment. Voilà. Et donc aujourd'hui, et récemment, vous avez vu au niveau du Bénin, au niveau du parc de Kpenjari, on ne peut pas attendre que la menace se déploie avant de réagir. Et donc, en tant qu'acteur responsable sur les questions sécuritaires, forcément, chacun doit pouvoir y travailler. D'ailleurs, je crois c'est pour ça que le comité interministériel de lutte contre l'extrémisme violent a été lancé l'année passée, en mai 2019, pour déjà asseoir les bases pour canaliser ce phénomène-là qui est assez complexe parce que en fait, vous luttez contre quelque chose que vous ne voyez pas parce qu'en réalité, les groupes extrémistes sont dans les communautés, malheureusement. En dehors de cette prévention-là, cette logique préventive dans laquelle vous êtes, est-ce que vous soupçonnez dans l'état actuel des choses des formes de radicalisation? Vous soupçonnez un peu des germes actuellement, là où on parle? Aujourd'hui, l'avantage que nous avons au Togo, en tout cas de notre côté en tant qu'acteur de la société civile, sans oublier les autres acteurs qui travaillent sur le sujet, c'est qu'on a pris toute l'année passée pour essayer de faire l'analyse des risques, pour voir en fait quels sont les facteurs qui peuvent entraîner des postures de radicalisation. Et aujourd'hui, on sait que la question de frustration sociale peut amener à la radicalisation. La question de la frustration politique peut amener à la radicalisation. Et la pauvreté peut amener à la radicalisation ou à rallier des gens vers des groupes extrémistes, puisque ces groupes, généralement, exploitent la vulnérabilité des populations pour pouvoir s'asseoir. Autre élément, c'est les conflits. Les conflits qui sont latents dans les communautés fait que, oui, ces groupes exploitent le déséquilibre social qui est là au sein des communautés pour, en fait, s'infiltrer. C'est pour cela que nous travaillons à consolider, si vous voulez, le vivre ensemble au sein des communautés, à faciliter la cohabitation pacifique entre les civils et les FDS. Et donc, c'est autant d'actions pour réduire le risque de vulnérabilité. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire tout simplement qu'il y a quelque chose de visible qu'on voit, mais on sait que voilà, en fait, ce qui peut amener à des postures de radicalisation. Donc, nous travaillons en fait dans une logique préventive. Et pour ça, la contribution de chacun est importante. Et quand je dis la contribution de chacun, je m'en vais parler aussi du secteur privé qui, généralement, est en fait très loin de ces questions-là. Parce que vous voyez, s'il n'y a pas la stabilité, je ne vois pas quelle entreprise sera en train d'ouvrir ou de travailler. Et donc, le secteur privé doit aujourd'hui pouvoir s'investir dans ces actions sociales, pas seulement en matière d'éducation, mais aussi des actions liées à la prévention des conflits. En quoi faisant? En finançant les organisations de la société civile? Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, les activités ne sont pas assez consistantes. Nous faisons un atelier aujourd'hui, alors qu'en fait, on peut en faire 2, 3, 4, voire plus pour toucher toutes les populations des régions. Et les activités, en fait, le Togo ne se résume pas que seulement à Lomé. Et donc, il y a des coins reculés où les gens ont besoin de l'information. Les gens ont besoin de la documentation. Mais est-ce qu'on a les moyens, nous seuls, pour pouvoir gérer ça? Non, on n'a pas les moyens. Et donc, le secteur privé, le privé d'abord, doit s'intéresser à la question en comprenant de quoi il s'agit. Ensuite, appuyer ceux qui peuvent appuyer financièrement, ou matériellement, parce que des fois, c'est peut-être juste vous avez besoin d'une voiture pour aller à l'intérieur du pays. Vous avez peut-être juste besoin de photocopier, par exemple, le code des personnes et de la famille, peut-être à des communautés qui, en fait, ne maîtrisent pas les questions de droits successoraux, etc., etc. Donc, il peut faire beaucoup de choses. Est-ce que vous les avez approchés?
nous, de notre côté, on essaie de les approcher, mais j'avoue que ce n'est pas aussi ça, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Mais en fait, c'est quand il n'y a pas la paix qu'on constate qu'en réalité, en fait, on pouvait aider. Donc, chacun doit pouvoir voir dans quelle mesure il peut être utile à ceux dont nous parlons. Parce qu'en fait, parler de paix et sécurité, c'est une responsabilité partagée. Mais dans le concret, vous avez dit, nous sommes dans la prévention, nous faisons. Dans le concret, quelles sont les actions que vous menez concrètement sur le terrain? Nous, notre première logique, c'est la prévention. Donc, nous avons notre mécanisme d'alerte et de prévention des conflits qui est là depuis 2013, qui essaie de travailler en termes préventifs, essaie de déceler tout incident qui peut affecter la sécurité du pays. Nous le traitons, analysons et puis produisons les recommandations qu'il faut. Et parfois, nous initions des activités sous forme de réponse. Et aujourd'hui, grâce à notre mécanisme, nous avons installé des comités régionaux paix et sécurité dans les 5 régions plus le Grand Lomé qui font un travail de proximité. Grâce à ces comités aujourd'hui, il y a des zones où la question des droits successoraux sont traitées directement à la base avec les acteurs impliqués. La question de la transhumance, qui aussi est un grand problème aujourd'hui sécuritaire, est traitée avec les communautés Peul et les communautés autochtones. La question du foncier aussi est traitée, donc, mais vraiment dans des milieux reculés. Par exemple, dans les villages vers Dankmen et autres, nous faisons un travail de proximité parce qu'on ne peut pas être à Lomé et vouloir tout gérer sur le territoire. Donc, nous avons essayé de créer des relais pour aider à contribuer. C'est clair que les structures décentralisées ou déconcentrées de l'État aussi font un travail, mais c'est aussi clair que le chantier est tellement vaste que chacun doit pouvoir apporter sa contribution. Au-delà de ça, nous avons tout un projet par rapport à l'extrémisme violent que nous avons lancé récemment avec le financement de l'ambassade des États-Unis pour 3 ans, où nous allons travailler avec le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent pour 3 ans. Donc, voilà les initiatives que nous prenons pour essayer de contribuer dans la mesure du possible à la question de la paix et la sécurité au Togo. Madame Dado Novieku Nora, nous approchons vers la fin de cette émission, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer le président République ou bien d'être reçu, mais c'est un canal en tout cas extraordinaire pour pouvoir lui passer un message. S'il vous suivait en ce moment, quelles sont les recommandations ou les propositions que vous lui ferez en tant que spécialiste des questions de sécurité et de paix? Merci. Alors, quoi dire essentiellement, si ce n'est de dire qu'en fait, nous avons besoin d'asseoir une paix, une sécurité efficace et donc investir dans cette thématique-là, mais aussi investir dans l'humain. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'humain, dans le bien-être, je veux dire, aujourd'hui, la population togolaise a besoin d'un bien-être qui lui permet d'être émotionnellement plus stable et de facilement contribuer au développement du pays. Et donc pour nous, la question de la gouvernance doit être encore renforcée et aussi dire aussi dire que le président doit pouvoir voir dans quelle mesure tout ce qu'il est en train de faire, qu'il a un regard critique aussi sur ce qu'il fait. Et ne pas juste se contenter des résultats, mais aussi se dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer davantage ce qui se fait déjà. Donc voilà. Si vous a demandé de noter le Togo sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que vous donneriez? 4, 5, 6, 9, 10 sur 10? C'est clair, on ne peut pas dire 10 sur 10, mais en même temps, c'est difficile aujourd'hui de noter parce que c'est par rapport à quel repère. Mais je note seulement qu'il y a des efforts qui sont en train de se faire, mais ces efforts doivent être consolidés. Je préfère de ne pas donner de notes, au risque aussi de nous conforter dans une posture de « on fait bien déjà », mais tout simplement dire « il y a encore du travail à faire ». Donc ça veut dire que vous sentez quand même qu'on fait bien déjà, vous ne voulez juste pas le dire. Non, il y a des efforts qui se font et je l'ai dit durant cette émission. Nous sommes assez objectifs pour apprécier ce qui est bien, mais aussi assez critiques pour dire ce qui ne va pas. Madame Dado Novieku Nora, merci. Merci à vous. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous avons pris plaisir à échanger avec la coordinatrice nationale du réseau ouest africain pour la paix, le WANEP. Mesdames et messieurs, merci encore une fois pour l'attention accordée. C'est toujours un plaisir pour nous. Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière. À la prochaine.